annonce dans la cour le sieur Paul de Chemédé de Maisonneuve, gouverneur de Ville-Marie, agissant comme lieutenant civil et criminel de la juridiction royale de Montréal. Au nom de Sa Majesté très chrétienne Louis le XIIIe du nom, nous instruisons en cette cour la cause de René Bénard d'Ibourg-Joly, accusé d'avoir noué l'aiguillette. Monsieur l'huissier, qu'on fasse entrer l'accusé. René Bénard d'Ibourg-Joly, né en Anjou, âgé de 31 ans. Vous êtes à présent marchand et caporal dans la garnison de cette ville de Ville-Marie. Est-ce exact? Oui. Vous avez été sommé de comparaître pour répondre aux plaintes faites à l'encontre de vous par Pierre Gadois, armurier, et de Marie Pontonnier, sa femme. Suite à ces plaintes, les témoins ont été entendus en votre absence par le procureur du roi et ils ont corroboré l'accusation. La preuve a été dûment accumulée et examinée et la cause montée et déposée. Ayant fait l'objet d'un décret de prise de corps dûment signifié par M. l'huissier ici présent et exécuté par M. le prévôt de la maréchaussée, vous comparaissez aujourd'hui devant la justice de Sa Majesté très chrétienne. En vertu de la plainte déposée par le procureur du roi et des conclusions définitives qu'il suggère, vous êtes accusé d'avoir méchamment noué l'aiguillette pour empêcher la consommation de l'acte charnel entre Marie Pontonnier, ci-devant fille à marier, âgée de 15 ans, née en Anjou, et qui réside depuis 2 ans à l'Hôtel-Dieu avec mademoiselle Jeanne Mance, d'une part, et de Pierre Gadois, habitant et armurier, âgé de 25 ans, né en Perche, d'autre part. Les deux ayant dûment signé un contrat de mariage en présence de la dite mademoiselle Jeanne Mance et du sieur Raphaël Lambert-Closse, marchand et résidant dans cette ville, chez le notaire Jean de Saint-Père, suite à quoi les deux ont légalement convolé en juste noces, devant Dieu et devant les hommes, nul loque legitimo impedimento detecto, en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Ville-Marie, devant le curé Claude Pijard, le 12 août de l'an de grâce 1657. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? C'est faux. Je n'ai rien fait de cela. Je le jure. Je suis un homme honnête, moi. Connaissez-vous la dite Marie Pontonnier? Un peu. J'ai jasé un brin aux noces de Jean Valiquette, dit la vertu. Vous connaissez Madame Pontonnier mieux qu'un peu, ce me semble. En fait, selon l'accusation et les témoignages colligés par le procureur du roi, vous l'avez, soi-disant, plus d'une fois visitée pour la solliciter à forfaire à son honneur. Madame Pontonnier jure également que vous la courtisiez avec passion et que vous l'avez même demandée en mariage. Vous étiez, enfin, assez sérieux dans tout cela pour concevoir une grande jalousie à l'annonce de son mariage prochain et vous trouvez fort contrarié lorsque vous vous êtes aperçu qu'elle avait préféré l'armurier Gadois. La Pontonnier peut bien raconter ce qu'elle veut. Un homme libre a le droit de faire la cour à une jolie fille, sans pour autant se retrouver devant la justice, non? La dite Marie Pontonnier déclare en outre qu'apprenant ses épousailles prochaines avec le dit Gadois, vous vous êtes présenté chez elle pour exiger qu'elle vous épouse, vous et non pas lui. Elle affirme en outre que lorsqu'elle vous a refusé, vous avez déclaré être sorcier et avez exigé d'avoir jouissance d'elle, faute de quoi vous alliez les maléficier, elle et son mari Gadois, afin que leur mariage ne puisse être consommé comme il se doit, bien entendu. La Pontonnier dit également vous avoir chassé et qu'en quittant, vous l'aviez menacé qu'elle regretterait ses actes. Niez-vous tout cela? Je nie tout. En tout, j'ai essayé de patifoler avec mademoiselle. Et je confesse même avoir essayé de lui mettre la main dans le cotillon. Ben, elle m'a chassé. Ben, c'est qu'elle est pudique, la pucelle. Je reconnais bien l'influence de mademoiselle Mance. Mais, je
je jure, sur la tête de ma défunte mère, je n'ai jamais maléficié personne. Malgré vos menaces, les épousailles ont été célébrées le jour prévu en la dite église paroissiale. La Pontonnier a même déclaré avoir demandé de l'aide à un voisin, M. Claude Bouchard, journalier, qui a témoigné devant le procureur du roi, lui avoir conseillé de réciter le Miserere à l'envers lorsque le curé Pijard bénirait l'union. Je dois dire ici que ce M. Bouchard se voit dangereusement en voie d'être accusé de sorcellerie et de comparaître devant cette cour. Néanmoins, il semblerait que le dit Bouchard croyait ainsi prévenir toute atteinte aux membres virils de M. Gadois. Bon, les victimes ont néanmoins pris d'autres mesures pour redresser la situation. Elles sont descendues jusqu'à Québec, où son Excellence, Monseigneur de Laval, a béni elle-même une deuxième fois leur union, sans plus de résultat. De sorte qu'une pleine année après la célébration de leur mariage, Pierre Gadois se trouve toujours incapable d'honorer son épouse et que leur union n'a point donné de fruits. Ce que voyant et n'ayant point de contentement légitime ensemble et se souvenant de vos menaces, la dite Pontonnier et M. Gadois ont porté plainte contre vous, vous accusant d'avoir noué l'aiguillette lors de leur mariage. Vous voulez dire que je me retrouve ici, accusé de sorcellerie, devant vous, parce que Gadois est impuissant? C'est pas une condamnation qu'il faut à celui-là. C'est une nuit avec une des filles de mauvaise vie au cabaret de la mère Lamarquette. Vous persistez donc à nier les accusations? Oui, monsieur, je nie tout. Pourtant, moult témoins ont déclaré vous avoir vu assistant à la cérémonie de leur mariage. Celui de Mme Pontonnier et de M. Gadois. Avez-vous parenté avec l'un ou l'autre des deux époux? Non. J'aime les noces, voilà tout. J'appelle donc à la barre Mme Marie Pontonnier. Asseyez-vous. Marie Pontonnier, vous avez bien porté plainte, de concert avec votre mari légitime, Pierre Gadois, l'armurier, contre l'accusé René Bénard dit Bourjoli, ici présent aujourd'hui, pour cause de sorcellerie, l'accusant d'avoir noué l'aiguillette pour vous empêcher de consommer votre union. C'est bien exact? Oui, monseigneur. Ce scélérat nous a ensorcelés, mon époux et moi. Depuis notre mariage, mon Pierre est incapable d'accomplir son devoir conjugal. Il est mou comme un boudin, le pauvre. La cour ne requiert point de tels détails, mon enfant. Observez un peu de réserve. Dites-moi plutôt ce qui s'est passé à l'église. Oui. Au fond de l'église, on a vu Bernard marmonner une incantation magique pendant la célébration nuptiale. Il s'est ensuite vanté à Françoise Bernard, épouse... Madame Françoise Bernard est l'épouse de Marin Jeannot dit Lachapelle. Oui, c'est ça. Donc, dites la Chapelle. Puis pareillement à Jeanne Godard, épouse de Simon Roy, tous d'Isselleville, d'avoir alors noué 3 fois un cordon, ce qu'on appelle nouer l'aiguillette, m'empêchant ainsi, mon époux et moi, de consommer notre union légitime. Ils m'ont ensuite visité chaque jour, dans l'espoir de le laisser jouir de moi. Et ce que j'ai fait, mais dans l'espoir de jouir ensuite de mon mari. Niez-vous toutes ces accusations? Mais regardez-la! Mais c'est qu'elle est jolie, la petite. Puis bien roulée, à part de ça. D'accord. J'admets avoir essayé de la lutiner un peu. C'est vrai. Mais c'est elle qui m'a fait des propositions malhonnêtes, hein? Avec un mari qui est pas capable, vous comprenez? Là, elle m'accuse de sorcellerie parce qu'elle veut laver son honneur. D'après moi, si vous voulez mon avis, Gadois est juste pas capable de rendre son devoir conjugal parce que il sait qu'il n'a pas obtenu marchandise neuve. Taisez-vous! Ben, c'est vrai. Taisez-vous! Madame Pontonnier, monsieur votre mari s'est-il
jamais livré avec quelque succès à l'acte charnel. Non. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le pauvre s'échine comme un bœuf au pâturage pour de bien modestes effets. Moi, je l'encourage de mon mieux, croyez-moi, je mets la main à la pâte. Bon, avez-vous quelque chose d'autre à formuler concernant les accusations que nous avons entendues aujourd'hui? Non, monseigneur. Bon, merci. Je vous prie de vous le dire. Merci. Monsieur Bénard dit Bourgeois, au su et au fait des témoignages présentés contre vous ici aujourd'hui, niez-vous toujours avoir eu recours à des moyens illicites pour trouver la clé du trésor de Madame Marie Pontonnier? J'admets avoir menacé la Pontonnier de nouer Aiguillette. Mais c'était sûrement pour me vanter que j'étais capable de nouer Aiguillette. Parce qu'en réalité, c'était seulement des aiguillettes des choses qui attachaient ma culotte. Mais c'est vrai, elles étaient détachées. Et vous voulez tout de même pas que je me promène dans tout Ville-Marie et mes choses aux chevilles? Mais laissez-moi vous dire, mes choses n'ont rien à voir avec l'entrejambe de Gadois. Cet homme a été accusé et est présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, a-t-il bien défendu son innocence? Et le crime qu'il a commis est-il léger ou grave? René Bénard dit Bourgeois, levez-vous. René Bénard dit Bourgeois, après avoir pris connaissance de la preuve qui pèse contre vous, cette cour vous déclare coupable d'avoir noué l'aiguillette, empêchant ainsi les plaignants, Pierre Gadois et Marie Pontonnier, de prendre ensemble le contentement légitime des époux et rendant leur union stérile. Vous serez gardé au cachot jusqu'à ce que les autorités ecclésiastiques de cette colonie statuent sur votre cas, suite à quoi cette cour statuera définitivement de votre avenir. Monsieur l'huissier, veuillez retirer la... Non, attendez! Ce n'était qu'une blague! Ce n'était qu'une blague! Je n'ai jamais essayé de tuer l'aiguillette! Sachez, bonne gens, que la justice du roi n'est pas demeurée impuissante. En 1660, Monseigneur de Laval a invoqué un maléfice obstruant orifice et a déclaré le mariage nul et invalide pour cause d'impuissance perpétuelle causée par maléfice. En ma qualité de gouverneur de Ville-Marie, j'étais présent et j'ai moi-même signé cet arrêt qui confirmait ce jugement ecclésiastique. J'ai ordonné à Pierre Gadois de rendre à Marie Pontonnier ses vêtements et ses avoirs, en plus de lui verser 400 livres en castor, en blé et en argent, histoire de la dédommager du temps qu'elle a vécu avec lui. Quant à Bénard dit Bourgeois, je l'ai fait moisir un peu en prison avant de le bannir définitivement de Ville-Marie. On me dit qu'il s'est établi depuis aux Trois-Rivières, où il s'est marié et mène depuis une vie sans histoire. Il faut croire qu'il a eu sa leçon. Évidemment, vous vous posez la question, à savoir, est-ce que Gadois et Pontonnier ont véritablement été ensorcelés? 2 mois après l'annulation de ce mariage, Marie Pontonnier a épousé Pierre Martin d'Île-à-Rivière, mais le pauvre a presque automatiquement été décapité par les Iroquois. Heureusement, il n'avait pas été maléficié, lui, puisque la Marie a accouché d'un enfant peu après le décès de son mari. Qu'à cela ne tienne, Marie Pontonnier s'est mariée une 3e fois, 1 an plus tard, à un chapelier du nom d'Honoré Langlois, et qui lui a fait 10 enfants de plus. Quant à Pierre Gadois, il a finalement épousé en 1665 une dénommée Louise Mauger. Il lui a fait 14 enfants.
En tout, si on compte bien, 25 petits colons de plus pour Ville-Marie. Ceci démontre, en plus d'une étonnante vigueur, tout le pouvoir de la suggestion. Que l'on fasse entrer Mathurine Desbordes. Vous déclarez être Mathurine Desbordes, veuve de Pierre Guiberge, vivant en cette colonie de Ville-Marie? Oui, monsieur le curé. En vertu d'un contrat de mariage, signé devant le notaire Bénigne Basset de cette ville, vous êtes depuis le mois de mai 1660 l'épouse légitime de Pierre Bissonnette, meunier, de qui vous avez eu un fils prénommé Jacques en 1661? Oui, monsieur le curé. J'ai épousé Bissonnette en toute bonne foi, devant Dieu et les hommes. Et vous avez sollicité la tenue de cette audience de l'officialité afin de déposer devant nous une plainte. Je demande la dissolution de mon mariage avec Pierre Bissonnette. Pour cause de bigamie, il est réputé avoir 2 épouses. Moi et une autre qui l'a laissé en France. Je suis à la fois mariée et cocu. Je suis la risée de la colonie. Et mon pauvre fils aussi, est-il légitime ou bâtard? Le pauvre. Et moi, suis-je damnée? Imaginez la honte et l'angoisse, monsieur le curé. C'est pourquoi j'implore votre aide. Quel gâchis, ma fille, en effet. Que l'on fasse entrer Pierre Bissonnette. Déclinez votre identité. Pierre Bissonnette, meunier de mon état. Je suis né vers l'an 1626 à Les Poitou, en paroisse de Sainte-Pierre-sur-la-Roche. Je suis arrivé en colonie en décembre 1658 et pour y travailler comme meunier. Je suis un homme respectable et je n'ai rien à me reprocher. Monsieur Bissonnette, vous paraissez devant l'officialité aujourd'hui suite à une prise de corps décrétée par le Conseil souverain de Québec, à la demande de son procureur général et signifiée au sergent afin de vous constituer prisonnier en les prisons de la ville royale de Québec. Vous avez été ramené à Ville-Marie pour répondre d'une accusation de bigamie. Votre femme, Mathurine Desbordes, ici présente, vous déclarant mariée 2 fois, l'une en France et l'autre ici. Elle ment comme un arracheur de dents, la Mathurine. C'est que depuis plusieurs mois, Monsieur Bissonnette, des rumeurs circulent dans cette colonie de Ville-Marie. Des nouveaux colons venant de Vendée et vous connaissant de l'ancien continent vous ont reconnu et ont déclaré que vous aviez femme en France. C'est faux, je vous dis. J'ignore d'où vient cette histoire complètement folle. Madame Desbordes, qu'avez-vous entendu? Que vous a-t-on dit? Un des nouveaux colons. Un que je connais bien, dénommé Baptiste Chauveau. Il m'a confié s'être trouvé fort étonné de nous trouver ainsi en mariage en Canada. Du fait que mon mari avait déjà en France une femme se nommant Marie Allaire, habitant en Vendée à Pointe-sur-Vie. Il m'a affirmé la bien connaître. J'ignore qui est ce Chauveau et cette Marie Allaire. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. D'ailleurs, j'ignore pourquoi ils me disent ainsi ma personne, mais je n'hésiterai pas à porter plainte pour injure si on les fait pas taire. Françoise Messier,
femme du dit Chauveau, a aussi déclaré vous connaître, ainsi que la dite Marie Allaire. Ben, tout de même, monsieur, n'allez pas dire le contraire de son mari. Allons. En août 1661, vous avez loué une terre de Gilles Lauzon, chaudronnier de son état, au coteau Saint-Louis. C'est vrai, monsieur le curé. C'est vrai. Lorsque je suis arrivé en colonie, j'ai loué pour 400 livres un moulin à la Compagnie de Montréal au coteau Saint-Louis. Le sieur de Maisonneuve, ainsi que messire Louis d'Ajuste, ont eux-mêmes signé le contrat. Messire Adam Dollard des Ormeaux, voilà, a servi comme témoin, il était présent. Les choses se sont très bien passées pour moi. Comme j'étais un peu en moyen, j'ai loué la terre pour la mettre en culture. J'en tire d'ailleurs un petit profit. Chauveau n'a point à se plaindre de moi, que je sache. D'ailleurs, nous buvons souvent un coup ensemble, tous les deux. J'ai aussi également un homme à gage, Bertrand Desrennes, qui me remplace au moulin les jours de fête, ainsi que les dimanches, jusqu'à la Noël. Monsieur Bissonnette, je vous rappellerai que l'avarice et l'orgueil sont des péchés capitaux. Quant à l'ivrognerie... Monsieur, vous me posez une question, j'y réponds. Mathuline Desbordes, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Indiquez-nous ce qui s'est passé par la suite. C'est Gilles Lauzon dont vous parlez, à qui mon mari a loué une terre. Il m'a justement affirmé que mon mari y avait raconté s'être marié en France il y a de cela 11 ans, avec la dite Marie Allaire. Mais là, c'est la deuxième fois que j'entends ça. Et il m'a aussi dit qu'il aurait seulement ménagé avec elle qu'un seul mois, l'ayant quittée à cause qu'elle avait renom d'être sorcière. D'ailleurs, le dit Lauzon, c'est lui qui est venu m'informer quand mon mari a disparu. Ayant appris les accusations qui pesaient sur lui, il a pris la fuite sur l'embarcation du sieur Lebert jusqu'à Québec. D'où les autorités vous ont ramené pieds et poings liés à Ville-Marie. Et que là, il vous a vu venir vous jeter au pied de feu Lambert-Closse, ci-devant marchand de cette ville, pour lui demander de faire le silence sur le fait que votre femme était une sorcière. Monsieur, il raconte des sornettes. Poursuivez, Madame Desbordes. Oui, monsieur. J'ai un troisième témoin. Pierre Chauvin. Lui m'a révélé que mon mari, alors qu'il se trouvait en sa maison, 1 ou 2 soirs avant de fuir vers Québec, il lui a révélé que, justement, il s'était marié en France et qu'il avait quitté sa femme parce qu'elle avait renom d'être sorcière. Et que, quand il serait à Québec, il n'avouerait point, de peur d'en être puni. Très bien, très bien, très bien. J'admets avoir été marié à Marie Allaire en France. Mais que pouvais-je faire par Dieu? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain, mon fils, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Monsieur Bissonnette, faites bien attention à vous. Cette vilaine était une sorcière. Tout le monde en avait connaissance à Pointe-sur-Vie. Elle ensorcelait et elle maléficiait comme elle voulait, à son bon vouloir. J'ai aménagé avec elle près d'1 mois. Lorsque les bris ont commencé à courir, je me suis sitôt enfui, le plus loin que je pouvais. Le plus loin, en colonie, de l'autre côté de l'océan. À mon arrivée, 1 mois après, eh bien, on m'a informé que la sorcière était morte. J'ai alors épousé la Mathurine, ici présente, de bonne foi. C'est une femme honnête qui m'a donné un fils bien fait. Si vous devez annuler un mariage, monsieur le curé, que ce soit celui qui m'unit à la sorcière, pas à la Mathurine, allons! Que dois-je faire? Annuler ce mariage au nom de Monseigneur Laval? Est-ce que les faits le justifient? Et le crime de bigamie est-il grave? Quelle sentence cela mérite-t-il?
Pierre Bissonnette, levez-vous. Sentence. Au vu de la requête en annulation de mariage pour cause de bigamie, déposée par Mathurine Desbordes, habitante en cette ville, contre son mari, Pierre Bissonnette, meunier, lui-même aussi d'Isselleville, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par Monseigneur de Laval, que je représente en ce tribunal de l'officialité, je déclare votre mariage annulé, parce que le dit Pierre Bissonnette a déjà une femme vivante en France, avec permission spéciale à Mathurine Desbordes de se remarier quand bon lui semblera. On emmène le coupable. Alors voilà, j'ai annulé le mariage. La pauvre Mathurine n'a d'ailleurs pas traîné pour en profiter. 2 semaines après l'audience, elle épousait Michel Bouvier, maçon de Ville-Marie. Le pauvre s'est d'ailleurs tué en tombant d'un échafaud. Quant à Pierre Bissonnette, il s'est tiré de cette aventure sans trop de dommages. Il s'est établi à Québec et est devenu un meunier prospère. Il possédait des moulins chez les Jésuites, à Charlebourg, à Sillery, à Cap-Rouge, à Saint-Laurent-Île d'Orléans, à Château-Richer et même à Québec. En 1668, Marie Allaire, l'épouse abandonnée par Bissonnette en France, est finalement décédée. Bissonnette a aussitôt épousé Marie d'Aulon, avec laquelle il a eu 7 enfants. Quant à la question de la bigamie, son Excellence Monseigneur de Saint-Vallier, 2e évêque de Québec, a jugé bon de la prévenir dans une ordonnance de 1691, car la distance aidant, la chose n'était pas rare dans la colonie. Laissez-moi vous en lire l'essentiel. Ordonnance de 1691 de Monseigneur de Saint-Vallier. L'expérience ayant fait voir qu'il se trouve des personnes venues de France qui demandent à se marier en Canada, sans qu'elles puissent prouver qu'elles n'ont point contracté de mariage en d'autres lieux, ou que la personne avec qui elles l'ont contracté soit morte, nous voulons, pour obvier aux inconvénients qui pourraient arriver, que les personnes ci-dessus ne soient point reçues au sacrement du mariage sans qu'elles ne produisent des certificats légalisés et en forme, venus de France, ou autres témoignages assurés et approuvés de nous ou de nos grands vicaires qui ne sont point actuellement mariés. Tenez-vous-le pour dit. Au nom de Sa Majesté très chrétienne, Louis XIV du nom, nous instruisons en cette cour la cause de Pierre Viaud-Dillarose et de Marie Souillot, co-accusés du meurtre du sieur Lachaume, survenu le 12 février 1702. Monsieur l'huissier, veuillez faire entrer l'accusé. Pierre Viaud-Dillarose, vous êtes bien soldat au sein de la compagnie du sieur de Saint-Ours, c'est exact? Oui. Oui, monsieur le lieutenant. Merci. Vous avez été sommé de comparaître pour répondre aux plaintes faites à l'encontre de vous, après que l'on eut découvert le corps sans vie du sieur Lachaume, homicidé dans son domicile de Saint-Ours.
Suite à ces plaintes, les témoins ont été entendus en votre absence par le procureur du roi et ils ont corroboré l'accusation. La preuve a été dûment examinée et accumulée et la cause montée et déposée. Ayant fait l'objet d'un décret de prise de corps, dûment signifié par monsieur l'huissier ici présent, vous comparaissez aujourd'hui devant la justice de Sa Majesté très chrétienne. Pierre Viaud-Larose, vous êtes accusé d'avoir volontairement causé la mort violente du dit sieur Lachaume. Avez-vous quelque chose à dire pour prouver votre innocence? Mais je suis innocent, je n'ai rien fait. C'est la Souillot qui l'a oxy, je le jure. Elle en rêvait depuis longtemps, cette vilaine. Puisque vous mentionnez cette femme, ne logiez-vous pas jusqu'à tout récemment chez le nommé Lachaume et son épouse Marie Souillot à Saint-Ours? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais... N'est-il pas de vrai même que la dite Souillot et vous-même, vous vous êtes coupablement amourachés l'un de l'autre et que vous avez donné libre cours à vos désirs charnels dans la demeure du sieur Lachaume sans qu'y celui n'en soit au courant? Je n'ai rien fait, vous dis-je. Lachaume était un vieil homme. Il y a bien longtemps qu'il n'était plus en mesure d'honorer sa femme. La Souillot était en manque d'affection. Elle s'est jetée dans mes bras. Je le confesse, j'ai fort aimé la chose. Je l'avoue. Je l'ai servi du mieux que j'ai pu, mais cela ne fait pas de moi un meurtrier, monsieur! Ah, vraiment? Laissez-moi vous lire le témoignage d'Anne Belay, épouse de François Quercy, dit la Violette de Saint-Ours, tel que déposé devant le procureur du roi, au regard de la relation illicite des accusés. Je cite. « Pour avoir une relation, ils en avaient une. Ils ne se cachaient même pas. Vous auriez dû voir les yeux doux qu'ils se faisaient et leurs mains qui se baladaient partout. Un vrai scandale. Vous avez qu'à demander à la petite Lagazaille. Elle les a vus, elle aussi. À Saint-Ours, tout un chacun savait que la Souillot avait la jambe légère et qu'elle avait guère objection à faire la bête à deux dos avec le beau Larose. » Fin de la citation. N'est-il donc pas aussi vrai, monsieur Larose, que consumé par votre illicite passion, la Souillot et vous-même, vous vous êtes déterminé à assassiner le sieur Lachaume afin de pouvoir plus tard convoler vous-même? Pas du tout, vous dis-je! Asseyez-vous! La Souillot s'est mise à parler de telles choses que je me suis sitôt enfui. C'est par ses confidences que j'ai pu vous assurer que c'est elle la vraie coupable dans toute cette histoire. Ah, vraiment? Oui! N'est-ce pas plutôt que dans la nuit du 12 février dernier, vous avez asséné 3 coups d'épée à la victime dans le temps qu'il était endormi, le tuant sur le champ? Et n'avez-vous pas ensuite abandonné le corps dans son lit, baignant dans son sang pour vous enfuir? Et finalement, n'avez-vous pas été aperçu le matin suivant sur le chemin de Saint-Ours, non loin de la demeure de la victime? Mais pas du tout, vous dis-je! Je suis innocent! Vous n'avez qu'arrêter la Souillot, la soumettre à la question. Vous allez voir, elle finira par avouer. Arrêtez-la, vous allez voir! Il appert que Marie Souillot soit défaillante. En fait, on ne la retrouve point. Apprenant qu'un décret de prise de corps avait été émis à son endroit, elle se serait enfuie en pays de Nouvelle-Angleterre avec l'aide d'un de ses oncles, un certain nommé Pierre Laporte dit Saint-Georges, voilà, qui l'aurait confié à des sauvages afin qu'ils la conduisent à destination. La Souillot n'aurait point été revue depuis. Donc, par le pouvoir qui m'est conféré par Sa Majesté très chrétienne, je décrète que la co-accusée Marie Souillot, défaillante, comparaît donc devant cette cour par contumace. C'est-à-dire que toute décision d'Isselcourt qui sera prise sera aussi liante qu'en la présence réelle de l'accusé. Je décrète même que toute décision d'Isselcourt sera appliquée à cet accusé si jamais elle reparaît en cette colonie. Maintenant, Monsieur Pierre Viaud-Larose, quand avez-vous vu le sieur Lachaume pour la dernière fois? Le soir du 11 février. Le lendemain, on m'a arrêté et on m'a jeté au cachot sans me dire de quoi il s'agissait.
Ce n'est qu'en me présentant devant vous aujourd'hui que j'apprends la chose. Je suis innocent, voyez vous-même. Personne ne peut prouver que je me trouvais dans la maison de la Chaume lorsqu'il a été tué. D'ailleurs, la fuite de la Souillot ne révèle-t-elle pas la vraie coupable dans cette histoire? La Souillot a pu si bien le trucider elle seule. Comme elle n'est pas là pour m'accuser et que la victime est défunte, quelle preuve avez-vous? Hein? Quelle preuve avez-vous? Avez-vous trouvé du sang sur mon épée? Mes possessions auprès de la victime? Une confession signée de ma main? Quelle preuve avez-vous? Le fait que je me promenais de tôt le matin, comme je le fais si souvent près de la maison de la Chaume, ne fait pas de moi un meurtrier, monsieur. D'ailleurs, la Chaume était un vieil homme. Est-ce que vous êtes même sûr qu'il a été tué? Est-ce qu'un médecin a examiné la dépouille? Est-ce que son corps a été examiné par un médecin? Son corps n'a pas été retrouvé. Mais plusieurs ont témoigné qu'il y avait du sang dans son lit. On veut me condamner à mort sans savoir si meurtre il y a eu. On veut me condamner vraiment à mort pour quelques gouttes de sang. Que devrais-je faire? Sur la base de la preuve entendue, cet homme a-t-il suffisamment prouvé son innocence? Et si les suites de l'enquête révèlent qu'un homicide a bel et bien été commis, quelle sentence ce crime mérite-t-il? Pierre Viaud-Dillarose, levez-vous. Sentence. Ayant pris connaissance de la preuve présentée en cette cour et la jugeant suffisante, je déclare les deux accusés, Pierre Viaud-Dillarose et Marie Souillot, défaillantes et comparaissant par contumace, tous les deux coupables d'homicide ayant tué à coups d'épée le sieur Lachaume, époux de la dite Souillot. Vous serez tous les deux condamnés à faire amende honorable. Vous serez nus, nu-tête, en chemise, la corde au col, tenant en vos mains une torche de cire ardente du poids de 2 livres. Vous serez mis à genoux au devant de la porte et de l'entrée principale de cette église paroissiale en la dite ville de Montréal, où vous serez menés par l'exécuteur de la haute justice. Là, vous déclarerez que méchamment et sans aucun sujet, vous avez commis et fait le dit meurtre, dont vous vous repentez sincèrement cependant, et que vous demanderez pardon à Dieu, au roi et à la justice. Après, vous serez conduit par le dit exécuteur sur la place publique de la dite ville, et où vous serez pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive, à une potence qui aura été dressée à cet effet en la dite place. Vos corps y demeureront pendant 12 heures, et vos têtes tranchées seront ensuite portées à Saint-Ours par le dit exécuteur de la haute justice, et chacune mise sur un pieu, debout en le lieu où se fit l'assassinat, et dans l'endroit le plus passant, afin que chacun les voie. Les biens des condamnés seront confisqués et mis en vente, et pour une amende de 300 livres qui sera prélevée au fruit de cette vente et versée à Sa Majesté le Roi. Quant à Marie Souillot, défaillante et paraissant en cette cour par contumace, sa sentence sera exécutée en effigie. Pour cet effet, son image sera peinte sur un tableau, attaché à une potence par l'exécuteur de la haute justice, et au bas de laquelle mention sera faite de la présente sentence et de la prononciation d'Icelle, ce que je suis en train de faire. Quant aux biens de la victime, la terre et la demeure du sieur Lachaume seront vendus, ainsi que la moitié du blé provenu d'Icelle-Terre par la récolte de la présente année, et ce, par devant le juge royal de Montréal. Les profits de cette vente seront employés à payer les frais du procès et le surplus, s'il y en a, à aller en œuvre pieuse pour le repos et de l'âme du dit sieur Lachaume. Droit d'appel de l'accusé.
la justice de Sa Majesté très chrétienne, dans son infinie magnanimité, vous accorde le droit automatique de faire appel de votre sentence de mort auprès du Conseil souverain à Québec. Maintenant, M. Pierre Viaud d'Île-à-Rose, vous ferez comme bon vous semble. Monsieur l'huissier, veuillez amener l'accusé hors de cette salle d'audience. Je ferai appel. Je ferai appel, vous allez voir. Je ferai appel. Je suis innocent. Faites, allez. Je l'ai fait. Bonne chance, sachez que Viaud en a appelé de sa sentence auprès du Conseil supérieur, comme c'était son bon droit de le faire. Après avoir soigneusement entendu toute l'affaire, M. l'intendant et les 7 conseillers ont cru bon alors de soumettre à la question l'accusé. Soumettre à la question, ça veut dire la torture. Évidemment, sous la torture, Viaud a avoué son crime. La sentence fut donc maintenue et exécutée telle que je l'ai prononcée aujourd'hui. Quant au corps de la victime, l'infortuné Lachaume, il n'a jamais été retrouvé. On présume que Pierre Viaud et la Souillot l'ont jeté dans la rivière Richelieu. Cependant, au mois de juin 1702, 4 mois après le procès, on a retrouvé, échoué sur le rivage, en quelque endroit de la seigneurie de Beaumont, un cadavre qui aurait bien pu être celui de l'infortuné Lachaume. Malheureusement, le corps était dans un tel état de décomposition que le curé de l'endroit l'a aussitôt fait recouvert de pierre pour le sépulturer. Le Conseil supérieur de Québec a aussitôt dépêché sur les lieux son procureur général, le sieur de la Martinière, son greffier en chef et le docteur Michel Sarrazin, mais sans résultat concluant. Vous vous demandez maintenant ce qu'il advint aussi de Marie Souillot. Eh bien, elle ne fut jamais retrouvée, elle non plus. Et comme on présume que son oncle, Pierre Laporte dit Saint-Georges, l'avait abandonnée à des sauvages qu'il ne connaissait pas, et qu'on présumait qu'elle avait été tuée par eux, il a fini par en être tenu responsable. Et il a été accusé du meurtre de sa nièce. Voilà donc un autre gage incontestable de la sagesse de la justice royale. Et souvenez-vous que où que vous soyez, cette justice vous surveille.